Je cède maintenant la parole, toujours dans cette première session introductive, à Patrick Monfray, qui est directeur de je ne sais quel département de l'ANR. Je voudrais simplement dire que l'ANR est une... Je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais parce que, en particulier, le programme dans lequel ce colloque est en quelque sorte l'achèvement a été financé par l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche. Et donc, c'est très important parce qu'évidemment, les recherches que nous menons, elles impliquent des financements, parce que sinon on ne peut rien faire, on ne bouge plus, on reste sur ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais si nous voulons organiser, dans des journées comme celle-ci, il faut avoir des financements. Et donc l'ANR joue un rôle important à cet égard. Donc je lui cède la parole. Merci. Et en tout cas, en tant que représentant de l'ANR, je suis très heureux de voir qu'à la clôture d'un programme ANR, il y a aussi autant de personnes intéressées par le sujet qui est développé, donc l'interface, en gros, la démocratie face aux changements environnementaux. Ça s'inscrit en fait dans une thématique beaucoup plus large que l'ANR soutient depuis 2009. C'est la problématique donc, des interactions entre l'activité humaine et l'environnement. Je dirais que la recherche, tant au niveau national qu'au niveau européen et international, pendant peut-être 30 ans, 40 ans, depuis les années 1970, a mis beaucoup l'accent, je dirais, sur l'impact des activités humaines sur le climat, sur l'acidification des océans, sur le trou d'ozone, sur l'érosion de la biodiversité, et a joué pleinement son rôle de quantifier, d'objectiver ces impacts sur les grands milieux naturels dans lesquels les sociétés se développent. Mais cela ne suffit pas à être donneur d'alerte en tant que science. Maintenant, on demande aux sciences d'aider les acteurs de la société au sens large de participer à construire des solutions alternatives pour pouvoir à la fois, je dirais, continuer à développement des sociétés, mais qui sont en harmonie avec les limites du système Terre dans lequel nous sommes tous réunis. Donc, à partir de cette réflexion-là, je dirais, il y a une réflexion de fond qui a commencé dans les années 2000 pour revisiter les objectifs et aussi le fonctionnement et le financement de la recherche au sens large sur les problématiques environnementales. C'est-à-dire non seulement de mobiliser, je dirais, les physiciens, les climatologues, les chimistes, les biologistes sur les problèmes environnementaux, de biodiversité, etc., qui est toujours extrêmement important, mais aussi de mobiliser plus largement les sciences humaines et sociales sur toutes les problématiques d'adaptation et de mitigation de nos activités humaines, et de promouvoir, je dirais, encore plus loin, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le dialogue entre les grandes disciplines, donc entre les sciences humaines, même à l'intérieur des sciences humaines et sociales qui sont très diverses, et puis aussi entre les sciences de la vie, les sciences du climat et les sciences humaines et sociales, et puis encore plus loin de renforcer ou de renourrir le dialogue entre sciences et société et les acteurs en dehors du niveau de la recherche, c'est-à-dire les gestionnaires et décideurs publics, la société civile, les ONG et les secteurs du privé. Donc, ce que l'on appelle, je dirais, dans le jargon anglo-saxon, la transdisciplinarité. Et donc, inscrire la transdisciplinarité au niveau de la recherche est quelque chose qui, actuellement, fait débat au sein des agences de financement de la recherche, de comment promouvoir l'inter et la transdisciplinarité, comment l'évaluer aussi. Ça nécessite de ne pas simplement avoir des vues, je dirais, très pointues de discipline ou de sous-discipline, mais aussi avoir des vues globales, des regards croisés, des vues systémiques, ceux auxquels, je dirais, les systèmes d'éducation n'ont pas toujours aidé à former des acteurs pour cela. Au niveau donc de l'ANR, nous avons entrepris, je dirais, 4 phases pour mobiliser et sensibiliser sur ces problématiques-là et mettre en œuvre des actions. Tout d'abord, en 2009, nous avons fait
un atelier de réflexion prospective, justement sur ces enjeux société et changements environnementaux, qui avait mobilisé à l'époque une centaine de personnes, et un rapport et des recommandations ont été à cette occasion fournis, qui a permis après d'alimenter un ensemble de programmes que l'ANR a soutenus. Le premier, c'est au niveau national, donc sur les changements environnementaux. Quand je dis environnementaux, c'est le climat inclus, bien évidemment. Donc interaction, société, changements environnementaux, dont ce projet démo démocratie et environnement de la clôture ces 2 derniers jours. Donc, au-delà de cette mobilisation, qui a permis d'ailleurs d'attirer le champ, je dirais, des sciences politiques, la philosophie, l'histoire, la géographie humaine, aussi la sociologie, l'anthropologie, est quelque chose, je pense, de très important. Et nous l'avons enrichi maintenant à un deuxième niveau, qui est au niveau européen. Les problématiques existent aussi fortement au niveau européen. Et nous travaillons dans le cadre d'actions de programmation conjointe, notamment sur les domaines du climat, mais aussi dans le domaine de l'agriculture ou de l'eau, pour renforcer justement ce dialogue entre les disciplines et ces dialogues entre sciences et sociétés. Effectivement, en introduction, Yves Charles a mentionné qu'il faut à la fois que les chercheurs écoutent ce qu'ont à dire, je dirais, les acteurs de la société, les acteurs du public, et on ne peut plus travailler en silo, et les problématiques sont systémiques, et il y a besoin de régénérer ce dialogue, et j'espère effectivement que ces journées participeront. Au-delà du niveau européen, la problématique existe aussi bien évidemment à l'échelle internationale. Et l'ANR participe depuis 2010 au sein d'un forum d'agences de financement qui s'appelle le Venture Forum, qui regroupe des agences des pays du G7, des pays post-industrialisés, mais aussi des pays émergents, notamment la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, pour pouvoir conjointement lancer des actions pour promouvoir, dans les domaines environnementaux, promouvoir cette interdisciplinarité, cette transdisciplinarité qui, en fait, dépasse, je dirais, chaque pays dans le monde ou chaque agence, même si aussi grande que, je dirais, des agences comme la NSF aux États-Unis, ne peuvent pas, je dirais, dans leur coin, adresser de tels problèmes. Et donc, en fait, c'est que unis, que nous pouvons, je dirais, promouvoir, je dirais, ces pratiques, mobiliser les acteurs et les décideurs. Ceci nous a amené d'ailleurs à lancer un grand programme au niveau, dans le cadre de la conférence des Nations Unies de Rio+20, un grand programme qui s'appelle Future Earth, qui est donc un programme pour développer la recherche pour une soutenabilité globale à l'échelle de la planète, mais en impliquant les acteurs régionaux, nationaux et locaux. Je ne vais pas trop détailler ceci. Je pense que c'est une opportunité pour mobiliser la recherche française aussi, pour lui donner de sa visibilité à l'échelle européenne et internationale, et aussi renforcer son attractivité. Ce sont des priorités qui ne sont pas simplement des priorités ANR, c'est des priorités qui sont soutenues par le ministère de la Recherche, le ministère de l'Environnement notamment, et aussi la Commission européenne. Nous sommes en dialogue constant avec la Commission européenne aussi pour faire évoluer ces grands programmes. J'espère que nous pourrons continuer, peut-être que vous le savez ou pas, le budget de l'ANR a été divisé par 2, je dirais, ces 4 dernières années, et donc nous espérons quand même pouvoir continuer à soutenir ces recherches inter- et transdisciplinaires qui me semblent absolument majeures pour le dialogue science-société. Merci. Bien, je vais me donner la parole à moi-même. Merci, Patrick Bonfray, d'avoir sur le rôle de l'ANR. Ce que tu viens de dire là est important et inquiétant aussi. Que le budget de l'ANR soit divisé par 2, c'est un gros problème, évidemment, parce que ça veut dire qu'un certain nombre de recherches n'ont pas été financées. Et ça n'est pas rien. Ceux qui sont des acteurs de la recherche le savent parfaitement. À quel point il faut bloquer lorsque ces financements n'existent pas.
Donc ça, c'est un problème aussi. On doit avoir un dialogue avec les politiques sur la question de la recherche, l'absolue nécessité de soutenir la recherche dans ce domaine, dans d'autres bien entendu, mais dans ce domaine en particulier, parce que l'action ne peut être instruite et efficace que dans la mesure où elle est soutenue par des savoirs élaborés. Et dans les savoirs, ils ne s'élaborent pas tout seuls, il y a des acteurs qui ont besoin d'un cadre de moyens pour le faire. Je le dis pour l'ANR, je le dis aussi pour les universités, évidemment, c'est très important, étant donné que il faut appeler un chat, la loi d'autonomisation des universités n'est absolument pas une autonomisation, elle est une précarisation des universités, qui sont encore plus dépendantes qu'avant du ministère, mais qui ont soi-disant des responsabilités supplémentaires pour lesquelles elles n'ont pas de financement. C'est une chose absolument incroyable, c'est ce qui existe, et c'est une grande précarité évidemment pour les recherches qui sont faites dans les universités, mais précarité aussi pour les gens que l'on forme. Moi et tous ceux qui sont là, qui sont des professeurs d'université, savent qu'ils forment des gens, et ensuite, on ne sait plus où est-ce qu'ils vont pour trouver un poste pour faire, pour nous remplacer. On n'est pas éternel, on part en retraite à un moment, et puis de toute façon, il faut que la population de recherche puisse se renouveler, et il y a, par exemple, je peux vous dire, mon université qui n'est pas la plus en crise, loin de là, pour être en équilibre, c'est Paris Descartes, beaucoup d'universités sont en faillite, elles sont tutelles. Ne peut plus recruter, on ne recrute plus. On peut remplacer, il n'y a plus de création de postes, on peut remplacer tout juste encore les gens qui partent, mais il n'y a pas de création de postes, et donc c'est un problème. Ça, c'est vraiment un gros problème. Je voulais simplement ajouter quelques mots. J'ai fait une longue présentation hier du programme dans lequel